bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je regardais l'audience avant de démarrer, on est beaucoup de femmes. Bonjour messieurs, bienvenue messieurs. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. On va parler d'Inbound Marketing. Le salon s'appelle Inbound Marketing France. Je me suis dit, je vais parler d'Inbound tant qu'à faire. Et à ma grande surprise, on m'a appris qu'il n'y avait que 3 conférences parmi les, je ne sais plus combien il y a de conférences sur le salon, mais il y en a beaucoup. Il n'y en avait que 3 qui parlaient d'Inbound, donc je me dis tant mieux. On va pouvoir voir ensemble ce sujet que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs. Alors vous me direz, l'idée ici c'est que je parle pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, je vous proposerai de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, l'inbound marketing, c'est un terme qui est encore assez neuf, finalement, que beaucoup de gens utilisent, que peu de gens, finalement, savent vraiment ce que c'est. Pour une raison très simple, c'est que c'est en train de se construire, l'inbound marketing. C'est encore quelque chose de tout nouveau. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je n'ai pas forcément la réponse à tout. Mais en tout cas, j'essaierai de vous donner les informations ou la vision que moi, en tout cas, j'en ai. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc de cet inbound marketing versus le marketing traditionnel. Moi, ça fait, je vous le dirai après, mais ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille en marketing. Donc, j'ai vu ce marketing évoluer. Et ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'est de regarder cette évolution du marketing, cette évolution de la façon de faire, de voir, de penser le marketing. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais commencer par une petite histoire et vous expliquer un petit peu comment moi j'ai découvert l'inbound marketing. Je vous le disais, ça fait 20 ans que je fais du marketing. L'inbound marketing, en fait, je l'ai découvert assez récemment. Je l'ai découvert il y a, je dirais, peut-être 4 ou 5 ans. Donc, c'est quand même encore un peu nouveau, même pas quand je dis 4 ou 5 ans. Oui, 4 ans, fin de trentaine. J'avais une belle carrière derrière moi. Je vous le dis, j'ai fait toute ma carrière en marketing. J'ai commencé dans un très gros groupe qui s'appelle maintenant Imperial Tobacco, qui s'appelait Altadis et la Seita avant, qui est un univers assez particulier, c'est l'univers du tabac. Mais dans ce groupe, je gérais dès le début de ma carrière 80 pays. Donc on travaillait le marketing sur l'ensemble de 80 marchés. Donc j'avais la chance de faire tout de suite beaucoup de choses en marketing, en développement de marque, en développement de compréhension consommateur, développement d'insight, etc. Donc j'avais une belle carrière derrière moi. Après cette expérience dans le tabac, je suis allée dans la publicité chez Ogilvy, qui est la plus grosse agence, le plus gros réseau d'agences. Alors les classements varient d'une année sur l'autre, mais on va dire c'est l'un des plus gros qu'il y ait. Donc j'ai eu la chance d'apprendre des plus grands finalement, des plus grands clients et des plus grands budgets aussi. Mon métier dans le marketing, mais à ce moment-là, je n'avais jamais entendu parler de l'inbound marketing. Et donc fin de trentaine, j'arrive un peu à un constat. J'ai fait travailler chez l'annonceur, j'ai travaillé en agence, j'avais fait un peu les grands postes, on va dire, qui s'offraient à moi dans le marketing. Et puis j'avais une espèce de déséquilibre, un truc qui fonctionnait pas très très bien pour moi. Je pense pour une raison d'éducation. Il se trouve que moi je suis pas du tout dans la consommation. C'est quand même dommage quand on fait du marketing, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ma vie personnelle à moi. Acheter pour acheter, avoir des choses, bon voilà, c'est pas nécessairement ce qui me plaît. Et du coup je voulais changer de poste et puis je me dis mais bon, dans quoi est-ce que je pourrais bosser qui serait intéressant. Et le problème c'est que le marketing, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les gens ils ont envie d'acheter. Moi du coup ça me gênait un petit peu, je me dis mince. Pour mes enfants, je leur explique que acheter pour acheter, c'est pas forcément toujours la meilleure des idées. Le problème, c'est que dans mon métier, ma fille qui a 9 ans maintenant, mais qui avait 5 ans à l'époque, me demandait qu'est-ce que tu fais, maman? Je vends des choses. Je fais en sorte que les gens ils achètent des choses. Ou alors je lui expliquais, regarde à la télé, il y a une publicité, je connais, c'est mon métier. Et donc après, quand elle me demandait d'acheter le jouet super qui va bien avec la Patte Patrouille ou Peppa Pig, je lui disais non, on va pas acheter, il y a Peppa Pig, c'est du marketing, etc. Elle dit maman, c'est ce que tu fais quand même toute la journée, donc elle ne comprenait pas. Et je me disais que la vérité sort de la bouche des enfants. J'avais un petit souci quand même d'équilibre. D'équilibre avec ce marketing. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir cette vision du marketing que finalement beaucoup de gens, peut-être autour de vous aussi, ont, notamment des gens qui ne font pas de marketing et qui disent « Ah, tu bosses dans le marketing, t'es le diable, c'est pas bien, t'essayes de vendre des trucs. » Vous savez, à la Leonardo DiCaprio, vous vous souvenez du film le loup de Wall Street, je crois que ça s'appelait. « Vendez-moi ce stylo, le truc de vendre à tout prix, etc. » Bon. Évidemment, ce n'est pas ça ou que ça, heureusement, le marketing. Il n'empêche que dans le marketing traditionnel, je dirais,
le but, c'est quand même de vendre des trucs. Hein, on ne va pas se mettre le doigt dans l'œil. Bon, voilà, j'avais un déséquilibre. Et là, je tombe, un peu par hasard, une copine qui m'appelle un jour, qui me dit « Estelle, est-ce que tu écoutes des podcasts ?» Je dis « Non, j'ai vaguement entendu parler de ce mot podcast depuis quelques années. Pour moi, c'est les radios qui font des redites de ce qu'ils ont déjà fait. Non, écoute ce podcast. » Elle me donne une URL, je vais sur mon ordinateur au bureau, j'écoute ce podcast et je tombe je tombe dans la marmite des podcasts. Et je me dis « Mince, ce truc est génial. » Je ne sais pas trop ce que c'est. Et ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire avec, parce que je prends conscience qu'il y a une autre façon de faire du marketing, que le marketing n'est pas nécessairement quelque chose, je grossis le trait à dessein, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'agressif où on va venir accrocher quelqu'un, l'attraper par le col et lui dire « achète ce que j'ai à vendre ». Il y a d'autres façons de faire. Ça a été ma prise de conscience via le marketing et j'ai découvert qu'il y avait quand même un truc assez intéressant. C'est que quand on partage sa connaissance, nous, on n'est pas plus pauvres, mais en revanche, la personne qui reçoit la connaissance, elle est plus riche. Donc là, je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc quand même à aller creuser dans mon histoire de marketing, où je ne suis pas totalement équilibrée. Il y a peut-être une façon de faire, de vivre le marketing, de proposer le marketing, de parler aux consommateurs, aux consommatrices, qui peut être différent, qui peut, moi, parce qu'en fait, je pensais à moi, on pense toujours à soi, je vous rassure, toutes et tous, c'est à notre tronche qu'on pense en général. Je pensais à moi, je me disais, mais il faut que je trouve quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Alors je vous explique peut-être en 2 mots quand même qui je suis, parce qu'on ne se connaît pas. Donc je m'appelle Estelle Ballot. Je vous le disais, j'ai une carrière assez longue chez l'annonceur, en agence. Mon dernier poste salarié, c'était chez Microsoft, donc une toute petite entreprise pas connue. Je gérais le site e-commerce pro de Microsoft. Mais j'ai fait pas mal d'allers-retours. Moi, je suis un peu jamais contente. Donc, je me suis promenée chez l'annonceur, en entreprise. Je revenais en salariat, création d'entreprise. Et j'ai fait comme ça plusieurs allers-retours. Donc, j'ai eu pas mal d'activités entrepreneuriales. Et puis maintenant, je suis formatrice et podcasteuse. Je vous parlais du podcast il y a une seconde. Effectivement, ça a pris une place conséquente dans ma vie. J'ai un podcast qui s'appelle le podcast du marketing. Si vous n'avez jamais écouté, je vous invite évidemment à aller écouter. J'ai choisi le nom le plus simple possible pour que tout le monde puisse s'en souvenir, le podcast du marketing. Je me suis dit que si on cherchait podcast qui fait du marketing, on allait me trouver. Ça a plutôt bien marché parce que le podcast du marketing est numéro 1, ça dépend des jours, mais on va dire numéro 1 de la catégorie marketing en France depuis 3 ans, donc ça marche plutôt pas mal. Et ça me permet de proposer aussi des formations. C'est pour ça que je peux vous parler d'inbound marketing aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires est je faisais les calculs hier, je crois que c'est 85% dû à l'inbound marketing. Donc quand je dis que l'inbound marketing, ça peut être une façon de faire du marketing différemment, je le dis en le vivant. On peut complètement vivre avec de l'inbound marketing. Je ne dis pas qu'il faut ne faire que de l'inbound marketing, mais je dis juste que les gens qui vous disent, parce que je sais qu'on l'entend, l'inbound marketing, c'est pour se faire plaisir. On parle beaucoup, c'est vrai, moi ça me fait plaisir, mais c'est pour se faire plaisir. Pas seulement, l'inbound marketing, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis en train d'écrire un livre sur l'inbound marketing pour aller creuser encore plus le sujet. Il n'est pas prêt, donc je ne vais pas vous le vendre à la fin, pas de panique. Il devrait être prêt en 2024 si tout va bien. J'avais dit 2023, on va dire 2024 maintenant. Alors je vais peut-être repartir quand même du début. C'est quoi l'inbound? Parce que c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas trop qui vous êtes et je ne sais pas ce que vous en savez. Ce que je sais, c'est que plein de gens ne savent pas ce qu'est l'inbound marketing et plein de gens pensent savoir ce qu'est l'inbound marketing. Et moi, je ne suis pas sûre de savoir ce qu'est l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est un terme, comme je vous disais, qui est encore nouveau, qui se crée, qui se construit, donc qui change un petit peu tous les jours. Je peux vous l'expliquer, on va dire simplement en tout cas, en le mettant en face de l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est le marketing traditionnel tel qu'on nous l'a appris à l'école, si vous avez appris le marketing à l'école. C'est-à-dire que c'est le marketing où on a une marque qui va aller vendre un produit ou un service à un consommateur. Et donc la marque va aller chercher le consommateur pour lui vendre son produit, son service. Bien souvent au milieu de plein d'autres marques qui essayent tous d'attraper le consommateur. L'inbound marketing, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui va avoir une problématique et va venir chercher la solution auprès de la marque. Donc c'est
faire en sorte que ce soit le consommateur qui vienne à nous et non pas nous qui allions chercher le consommateur. Pour faire très très simple, c'est ça l'inbound marketing comparé à l'outbound. En fait, c'est une question d'ordre. C'est pas remettre tout en cause dans le marketing. Ça n'est pas radicalement changer le marketing. Les grands principes du marketing restent vrais, restent existants et restent utilisés dans l'inbound marketing. Simplement, on rebat les cartes d'une façon différente et on change l'ordre des étapes. C'est véritablement ça qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce que ça veut dire changer l'ordre des étapes ? En général, quand on pense marketing, quand on pense vente, on pense qu'il faut une relation commerciale, il faut vendre notre produit, notre service, il faut trouver le client pour pouvoir lui vendre quelque chose, qu'il nous propose de l'argent en échange de ce qu'on a à lui proposer. C'est pas du tout ça avec l'inbound marketing. L'inbound marketing, et c'est vraiment l'élément important à comprendre sur l'inbound. L'inbound marketing, l'objectif premier n'est pas la relation commerciale. Encore une fois, c'est une question d'ordre. Je ne suis pas en train de dire, et c'est là l'erreur souvent qu'on fait sur l'inbound marketing, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de relation commerciale. Je dis juste que la relation commerciale ne vient pas en premier lieu. La relation commerciale est la dernière étape du process de l'inbound marketing. On ne vient pas chercher la relation commerciale, on vient d'abord créer la confiance. Bien souvent, dans une relation commerciale classique, on va chercher à vendre quelque chose et après, on va avoir un super service client. On va, dans le meilleur des cas, avoir un super service client, garder la relation avec notre client et créer une confiance pour qu'il ait envie de racheter. On sait tous qu'un client qui a déjà acheté a plus de probabilité de racheter auprès de notre marque. Donc, on va travailler comme ça. Sur l'inbound marketing, on va faire l'exact inverse. Avant de lui vendre quoi que ce soit, avant de lui parler de lui vendre quoi que ce soit, on va commencer par travailler la confiance. Alors, ce qu'on me dit en général, dans ces cas-là, c'est Estelle, c'est bien joli ton histoire, sauf que ça ne peut pas marcher. En général, on me dit, Estelle, tu donnes trop, pourquoi est-ce que les gens iraient payer pour ce que tu as proposé si tu leur as déjà donné ? Parce que je vous donne l'exemple classique de l'inbound marketing, ou en tout cas celui que je vis au quotidien. Vous avez un podcast. Ça marche pour le podcast, ça marche pour un blog, ça marche pour une chaîne YouTube, pour des vidéos, peu importe, on s'en fiche. Mais vous allez partager de la connaissance. Partager de l'expertise. Ce n'est pas que de la formation, mais partager votre expertise. Vous allez la partager avec le plus grand nombre sans demander de rétribution financière. Pourquoi est-ce qu'on irait payer pour avoir ce que vous proposez gratuitement ? C'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, c'est un peu bizarre. Et moi, quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit « Mais enfin, t'es complètement idiote. Tu te tires une balle dans le pied, personne ne va payer quoi que ce soit. » Ça paraît juste évident. Oui, mais non. Parce que si on pense comme ça, c'est qu'on n'a rien compris à ce qu'est une audience. Et la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est une audience, d'ailleurs. Lorsque vous communiquez, lorsque vous proposez ce qu'on appelle du contenu maintenant, c'est-à-dire de partager de la connaissance, quelle qu'elle soit. Lorsque vous partagez de la connaissance, vous avez une audience. Une audience, c'est des gens qui vous écoutent. Là, ici, vous êtes sympa, vous m'écoutez, vous êtes mon audience. Très bien. Bien souvent, on se dit, l'audience, ce sont mes futurs clients. Et donc, c'est complètement idiot d'aller donner gratuitement à mes futurs clients ce que je vais leur demander de payer après. Évidemment, ça n'a pas de sens. Sauf que c'est là où on se trompe sur l'audience. L'audience, ça n'est pas vos futurs clients. Vos futurs clients, c'est une toute petite partie potentiellement de votre audience. Votre audience, si je prends un cercle grand comme ça, vous avez l'audience et vous avez une toute petite partie de potentiels clients. Donc, c'est très important de le voir comme ça parce que ça veut dire une chose, c'est que dès le départ, la majorité des gens qui vous écoutent n'ont aucune vocation à devenir votre client. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de leur vendre quoi que ce soit. Ça ne sert à rien d'être énervé en se disant j'ai un taux de conversion vraiment tout naze parce que je n'arrive pas à convertir mon audience en clients. Ils n'ont jamais été vos potentiels clients. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'envie, le besoin, la nécessité de payer pour avoir ce que vous avez à proposer. Raison pour laquelle ils viennent chercher sur quelque chose de gratuit d'ailleurs. Mais alors, du coup, qui est-ce qui paye ?
Mais les gens qui payent, ils ne viennent pas chercher que la connaissance. Pour une raison très simple, c'est que la connaissance, elle est quasi toute la connaissance, elle est gratuite. Il y a un petit truc qui a été inventé il y a quelques années qui marche très très bien, ça s'appelle Internet. Et vous avez à peu près toute la connaissance du monde dessus. Vous avez des cours d'Harvard dessus, vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Sauf peut-être des éléments extrêmement techniques gouvernementaux, on va dire. Mais de façon générale, vous allez trouver toutes les informations que vous souhaitez sur Internet. Sauf que vous n'avez pas que ça à faire, de passer votre temps à aller sur Internet, chercher, traiter, trouver quel est le bon contenu, comment, dans quel ordre, etc. Les gens qui vont venir vous demander vos services, lorsque vous travaillez dans un système d'inbound marketing, ils ne viennent pas chercher bien sûr, ils viennent chercher la connaissance. Ils ne viennent pas chercher que la connaissance, ils viennent chercher vous, ils viennent chercher votre pédagogie, votre façon d'expliquer, votre façon d'accompagner. Il y a énormément de choses autour de la connaissance pour proposer une relation commerciale. Donc non, vous pouvez tout de suite barrer de votre esprit l'idée que donner trop, eh bien, ça risque de casser votre business. Ceux qui voulaient les éléments gratuitement, de toute façon, ne seraient jamais venus payer. Et ceux qui viennent payer ne viennent pas pour les éléments gratuits, de toute façon. Donc on a un cercle qui se referme. Après, il y a quand même une étape intéressante, c'est de transformer l'audience en client, parce que c'est bien joli. Là, je vous ai dit que vous avez votre audience et qu'il n'y a qu'une toute petite partie de l'audience qui potentiellement est un client. Mais comment je fais? Qu'est-ce qui se passe pour que cette audience se transforme en client? Là, on arrive donc à la partie commerciale. Parce que tout à l'heure, je vous disais, attention, l'inbound marketing, la première étape n'est pas la relation commerciale. C'est ça que je vous ai dit. J'ai commencé mon histoire par ça en vous disant la différence avec l'outbound, c'est que ce n'est pas une relation commerciale en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation commerciale. Bien sûr, elle arrive là, la relation commerciale, transformer une partie de votre audience en client. Mais la beauté de l'histoire, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire pour transformer votre audience en client. Pourquoi? Parce que le choix est déjà fait. Si la personne vous suit via votre contenu, par exemple un podcast, si la personne vous écoute toutes les semaines, écoute vos épisodes de podcast. Pourquoi est-ce que cette personne le fait? Elle le fait parce qu'elle estime que vous avez des connaissances, une expertise, que vous avez une certaine pédagogie, que c'est intéressant ce que vous racontez, que vous avez un point de vue qui peut-être se démarque d'autres points de vue. En tout cas, elle vous a choisi, cette personne. En fait, elle a déjà choisi son prestataire. Il n'y a plus de compétition, ou en tout cas, la compétition est très largement effacée. On a travaillé à effacer la compétition avant même de proposer un produit. Ce qui fait que pour transformer la petite partie de votre audience qui est en potentiel client, vous n'avez pas à la convaincre que vous êtes le bon prestataire, vous avez juste à lui présenter votre offre. Ce qui, vous en conviendrez, est quand même plutôt assez agréable de ne pas avoir à se battre contre tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, l'inbound marketing, parce que quand je dis ça, on a l'impression que plateau d'argent, super, merci Estelle, on va pouvoir vendre ultra facilement. Non, bien sûr, c'est une stratégie complexe qui demande surtout beaucoup d'implication, l'inbound marketing. Ça demande évidemment du travail. Moi, je dis que c'est une stratégie qui est faite pour ce que j'appelle les doers, en anglais, les gens qui font, les gens qui sont dans l'action, parce que c'est assez ingrat, on ne va pas se mentir. Travailler la stratégie d'inbound marketing, ça veut dire travailler le temps long et ça veut dire travailler tout un temps où vous n'aurez pas de résultat. Puisque, encore une fois, on ne vient pas chercher la relation commerciale en premier lieu. Ce qui fait que quand vous allez aller voir votre CEO ou votre directeur marketing ou en tout cas la personne qui vous donne des budgets, si cette personne attend un retour sur investissement immédiat, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir être capable d'aller vendre à son boss, si on a un boss, d'aller lui vendre que ce sera un temps long, que c'est une stratégie qui fonctionne pour les gens qui se mettent en action avant même de savoir si ça va donner des résultats. Ça n'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin d'avoir la carotte de tout de suite avoir des ventes, il faut aller sur l'outbound. Je ne suis pas en train de dire que l'outbound n'est pas une stratégie à travailler, pas du tout. Simplement, l'outbound va être sur un temps court, l'inbound va être nécessairement sur un temps long. C'est aussi une stratégie de la générosité. Alors ça paraît un peu neuneux de dire ça, pardon, mais c'est vrai. C'est une stratégie qui est faite pour des gens qui apprécient et qui
finalement reçoivent en donnant. C'est la stratégie de l'impact en fait. Vous allez pouvoir vous retrouver dans une stratégie d'inbound marketing si la notion d'impact sur les autres a une importance pour vous. Si le fait d'avoir de l'impact sur autrui, quel qu'il soit d'ailleurs, encore une fois que ce soit vos clients ou non, a un impact positif sur vous. Moi, avec le podcast du marketing, j'ai 40 000, 50 000 personnes qui m'écoutent tous les mois. Autant vous dire que je ne vends pas une formation à 40, 50 000 personnes tous les mois. J'aimerais beaucoup, ça me ferait vraiment très très plaisir, mais évidemment, ce n'est pas le cas. C'est très bien, parce que je n'aurais pas du tout les épaules de vendre une formation à 50 000 personnes tous les mois, pour tout vous dire. En revanche, le fait d'avoir des personnes qui m'écrivent spontanément, j'avais pas du tout prévu ça quand j'ai sorti mon podcast, mais qui m'écrivent spontanément pour me dire « Estelle », pas des gens qui ont acheté ma formation, qui m'écrivent spontanément pour me dire « Estelle, merci beaucoup, j'adore ton podcast, ça m'aide à développer ma boîte, ça m'aide à avoir une vision, ça m'aide à trouver de nouvelles idées, etc. » Ça, c'est assez génial. Et pour moi, quand bien même je ne reçois pas commercialement des billets à la fin, je vous le dis sincèrement, pour moi, ça a un véritable impact, pour le coup, sur plein d'étapes de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que comme tout le monde, je vais avoir le syndrome de l'imposteur. Je vais avoir des journées où ça va, mais je vais avoir aussi des journées où ça va moins bien. Et je peux vous assurer que dans ces moments-là, dans les moments où vous êtes un peu moins bien, où ça ne marche pas, où le moral n'est pas là, et je pense qu'on en a toutes et tous, vous ressortez. Moi, je me suis fait c'est bête, je me suis fait un fichier Word où je mets tous les remerciements spontanés de gens qui m'écoutent sur le podcast et me disent « Estelle, merci, tu m'as aidé ». Voilà, le syndrome de l'imposteur, je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui me demandent comment on fait, Estelle, pour ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur qui nous martèle la tête. « Oh, bouh, tu n'es pas bien, tu n'es pas là, tu n'es pas à ta place ». Ouvrez un fichier Word, marquez tous les merci que vous recevez de personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont absolument pas donné d'argent. Je peux vous assurer que le syndrome de l'imposteur, il n'y en a plus. Donc, c'est très utile aussi pour ça. Et quand je dis c'est une stratégie de la générosité, je le pense vraiment. Cette stratégie de la générosité, c'est quelque chose qui vous apporte à vous. Bon, alors là, vous allez me dire, écoute, t'es sympa Estelle, tu nous parles depuis, je sais pas, 10 minutes peut-être. Depuis 20 minutes, je vais me dépêcher, voilà. Tu nous parles d'inbound marketing, mais tu nous as pas dit comment faire. Je vais essayer de vous le dire assez simplement. Et d'abord, je vais vous dire une chose. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne. En tout cas, ça me concerne moi. En général, j'aime bien parler de moi. Donc, ça me concerne moi. C'est une stratégie qui fonctionne très, très bien pour les introvertis. J'imagine que tout le monde connaît la différence entre introverti et extraverti. Est-ce que les introvertis dans la salle peuvent lever la main ? Vous n'êtes que des extravertis, vous adorez vivre avec les autres, aller chercher les clients, etc. Moi, je déteste ça. Moi, aller taper sur l'épaule de futurs clients pour lui dire « Hep, client, viens, j'ai des trucs à te vendre », je ne dis pas que c'est pas bien, j'ai rien contre l'extraversion. Moi, je ne sais pas faire et surtout, ça me met très, très mal à l'aise. Lorsque l'on est introverti, ça ne veut pas dire timide. Moi, je ne suis pas du tout timide. Je suis très à l'aise pour parler là devant vous. Ça ne me gêne absolument pas. Introverti, ça veut dire se sentir mieux quand on est seul, se ressourcer quand on est seul et surtout ne pas avoir ce sentiment toujours de déranger, d'aller chercher les autres, de les déranger. Si vous êtes introverti, sachez que la stratégie d'inbound marketing est absolument merveilleuse pour vous. Je ne dis pas qu'elle ne fonctionne pas pour les extravertis, je dis juste que pour les introvertis qui malheureusement vivent dans une société d'extravertis, on va se dire la réalité, ce qui est, c'est que dans notre société, on glorifie l'extraversion, surtout dans le marketing et dans la vente. Dans cette société-là, les introvertis vont trouver leur compte dans cette stratégie de l'inbound marketing. Alors, 3 étapes. Première étape, ça va être une étape de visibilité et de crédibilité. Donc là, c'est l'étape de création de contenu. C'est donc le fait, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, à vous de choisir votre fréquence, là, peu importe, de créer du contenu. Créer du contenu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas les réseaux sociaux. En général, on me dit « Ah, si, créer du contenu, je sais, c'est Instagram. » J'ai rien contre Instagram. C'est très bien, c'est pas la question. Mais créer du contenu, ça ne veut pas dire proposer quelques phrases à des personnes. Ce serait très joli, mais ça suffit pas. Créer du contenu, ça veut dire aller en profondeur. Sur Instagram, on peut faire plein de choses. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller en profondeur. Je dis Instagram, c'est la même chose sur TikTok, c'est la même chose sur LinkedIn aussi, c'est la même chose sur Twitter. Ça reste des médias du temps court.
vous allez pouvoir donner des conseils. Hein, et d'ailleurs, sur LinkedIn notamment, on va pouvoir trouver des mines d'informations. C'est extrêmement intéressant. Mais c'est pardon, j'ai les mots en anglais, c'est des nuggets, c'est des petites bites. C'est vraiment des petites notions. Donc ça va être intéressant, ça va allumer une lumière dans votre esprit, mais ça va repartir quasi tout aussi vite. Quand je dis créer du contenu, je pense à du temps long. Donc ça veut dire aller dans la profondeur. Ça, vous allez pouvoir le faire sur un podcast, vous allez pouvoir le faire sur de la vidéo, vous allez pouvoir le faire sur un blog, par exemple. Et rien que le fait, je vais aller vite parce que je suis en retard, mais rien que le fait de créer du contenu comme ça régulièrement, vous allez créer votre visibilité, tout simplement parce que vous ne pouvez pas être visible si vous ne proposez pas des choses. C'est aussi bête que ça. Et vous allez créer votre crédibilité parce que si vous êtes capable, toutes les semaines, de parler d'un même sujet, sans raconter à chaque fois la même chose, c'est déjà de fait que vous êtes expert de votre sujet. Deuxième étape, ça va être de transformer votre audience en communauté. Évidemment, c'est important. Comment est-ce qu'on va faire? On va aller fédérer en créant l'habitude. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec qualité et régularité. Quand je dis que c'est une stratégie qui est pour les doers, je mens pas. C'est une stratégie qui est dure, qui est difficile, qui demande du travail, parce qu'il va falloir être là toutes les semaines, si c'est toutes les semaines que vous le faites, la fréquence que vous avez choisie, toutes les semaines, systématiquement. Fédérer l'habitude avec de la qualité et de la régularité. Et la troisième étape, ça va être convertir. Et là, je vous ai dit, c'est la plus belle des étapes, c'est la plus facile avec l'inbound marketing. Vous avez juste à présenter votre offre. Ça sous-entend qu'il faut avoir travaillé votre offre. Hein. Pour celles et ceux qui étaient à la conférence d'April tout à l'heure sur le positionnement, il y a des choses à faire sur le positionnement pour travailler son offre. C'est pas si simple de travailler son offre. Mais une fois que vous avez votre offre, vous avez juste à la mettre en face des personnes qui sont dans votre audience. Les personnes qui sont intéressées viennent directement à vous. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur l'inbound marketing, je serais ravie d'y répondre. Nous, on est dans le commerce du B2B. Comment mettre en place une stratégie inbound marketing alors qu'on a déjà une population de clients cibles? Alors, on a des prospects, on a des anciens clients. Comment est-ce qu'on peut effectivement mettre en place cette stratégie où, effectivement, là où on se sent à l'aise, c'est effectivement créer une relation de confiance. Et dans le quotidien, on essaie de plus faire de commerce. On essaie d'avoir une relation de confiance, de pérennité. La relation entre les humains, le personnel et la clientèle est très, très importante. Donc voilà, ma question, c'est comment effectivement appliquer l'inbound marketing en B2B. Alors, justement, l'inbound marketing, c'est extrêmement adapté au B2B. C'est d'ailleurs plus adapté de façon générale au B2B qu'au B2C. Moi, en général, on me pose plutôt la question inverse de mais comment je fais? Moi, je suis en B2C, je vends des sacs à main en cuir. Eh ben, je suis plutôt en B2B. Je suis plutôt en B2B parce que moi, je vais derrière vendre de la formation. Et donc, de la formation, c'est de la formation professionnelle que je vends. C'est B2B, B2C, c'est B2B2C, on pourrait l'appeler comme ça. Mais fondamentalement, l'inbound marketing est plutôt plus adapté au B2B qu'au B2C. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en B2C, on peut le faire, mais c'est plus difficile. En fait, pour faire de l'inbound marketing, ce qu'il faut comprendre, comme en marketing en général d'ailleurs, hein, c'est la douleur de votre client. Tant qu'on n'a pas compris où se positionne la douleur, j'aime pas ce mot parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de terrible qui fait mal, hein, mais entre marketeurs, je pense qu'on comprend tous ce qu'on veut dire par la douleur, la problématique, le problème, le caillou dans la chaussure de notre client. Et on a besoin de comprendre ça pour pouvoir tout simplement proposer du contenu sur cette douleur et amener à la solution. C'est plus facile en B2B qu'en B2C en général, parce qu'en B2C, quand j'achète un sac à main, a priori comme ça, on se dit que j'ai pas de douleur. C'est totalement faux. Hein. Si j'achète un sac à main, c'est pas juste parce que j'ai envie de dépenser de l'argent. Ça peut arriver, mais en général, c'est pas ça. Ça peut être pour plein de raisons, une histoire de statut, une histoire de positionnement de sa personnalité à soi, une histoire de praticité. Il peut y avoir plein de choses derrière, mais donc il faut définir la douleur. Elle est le plus souvent plus facile à définir en B2B qu'en B2C, mais c'est une très bonne chose que vous disiez à l'instant que vous avez déjà des prospects. À quoi va vous servir l'inbound marketing? Il va vous servir à élargir. En fait, c'est véritablement pas une stratégie à mettre contre votre stratégie actuelle
qui est principalement de l'outbound, vous allez chercher vos prospects et les transformer en clients. Au contraire, l'inbound marketing va vous permettre d'élargir largement votre audience et donc d'attirer de nouveaux clients en plus. Donc vous allez pouvoir garder votre stratégie de prospection et venir ajouter à celle-là la stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire des clients potentiels qui vont venir à vous pour vous demander votre solution. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Merci, j'adore votre podcast. Merci. Moi, je me demandais en termes d'investissement, par exemple, là, vous étiez en train de dire qu'on n'oppose pas forcément inbound marketing avec outbound marketing. Est-ce que l'inbound marketing, ça coûte moins cher ou plus cher, par exemple, que de l'outbound ? C'est une excellente question. Oui et non. Alors, je suis normande depuis peu, donc voilà, je vais vous faire une réponse de normand. L'inbound marketing, ça peut être gratuit. Mais en fait, rien n'est gratuit. C'est-à-dire, ça peut être... Lorsque l'on pense inbound, on pense création de contenu. Lorsque l'on pense outbound, je vous donne les stéréotypes, on pense publicité, de façon très schématique. Publicité, nécessairement, il va falloir payer pour pouvoir positionner sa publicité, quoi qu'il arrive. Inbound marketing, quand je crée du contenu, par exemple sur mon podcast, ça ne me coûte rien, ou quasiment rien. Je vais avoir 100 € de micro, point. Voilà. Donc, effectivement, l'inbound marketing ne nécessite pas forcément de budget. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça va nécessiter de l'investissement temps. Et beaucoup d'investissement temps. Donc, ce qu'il faut regarder, à mon avis, c'est pas tant combien ça va nous coûter en euros, c'est véritablement en termes de ressources, combien ça va nous coûter, les ressources étant notre argent, notre temps, nos équipes. Donc, il n'y a pas de plus cher, moins cher. L'inbound marketing peut se construire si vous n'avez pas de budget. La publicité, sans budget, ça va devenir compliqué. En revanche, si vous n'avez pas de budget, il va falloir avoir du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, donc moi, je génère tout mon chiffre d'affaires via de l'inbound marketing. Je n'utilise pas ou vraiment de façon sporadique la publicité notamment. Et je passe à minimum une journée par semaine, donc c'est 20% de mon temps, sur la création de contenu. Donc, c'est pas neutre, loin de là. Vous n'êtes pas bavard. Ah, ça doit être ça. Est-ce que certaines d'entre vous travaillent l'inbound marketing dans leur stratégie, l'ont intégré déjà? Ah oui. Bon, mais très bien. J'ai rien à vous apprendre alors. C'était pas une question, c'était plutôt une remarque. À vous écouter, en fait, j'ai la sensation de faire de l'inbound sans le savoir parce que depuis le Covid, en fait, depuis la crise sanitaire, on a changé notre fusil d'épaule sur la façon de communiquer et la façon de nouer des liens avec le public. En fait, ça nous a. Enfin, je parle de public parce que je travaille dans le milieu culturel et que du coup. Nous, on a complètement plongé dans le numérique pour, malgré la fermeture, conserver un lien. Et voilà, et du fait, je n'avais pas vraiment mis les mots dessus, mais effectivement, on a lancé une chaîne de podcast et voilà. Alors, si je peux me permettre, ce qui se passe souvent, c'est qu'on lance une chaîne de podcast ou qu'on lance un blog, voilà, parce qu'il y a un contexte qui fait qu'on se dit, bah, tiens, ça va être une bonne façon effectivement de garder le contact avec notre audience. Il faut faire très attention à ça, parce que souvent on se dit, ah, c'est génial, on a lancé un podcast, on a lancé un blog, on a gardé le contact avec notre audience, c'est super. Mais il n'y a pas de cash qui rentre. Si vous lancez juste un blog ou un podcast, il n'y a pas de cash qui rentre. Donc il faut véritablement faire attention à ça. L'inbound marketing, c'est savoir transformer cette audience et cette création de contenu en conversion de vos services. Et c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens s'arrêtent à « Ah non, mais je fais de la création de contenu, donc je fais de l'inbound marketing. » Enfin bon, le problème, c'est que tant qu'on ne grande pas de chiffre d'affaires, ça ne fonctionne pas. Donc c'est très important d'avoir ça en tête et c'est très important de se souvenir que surtout, le très gros du travail a été déjà fait. Il ne reste plus qu'à mettre l'offre qu'on a en face des personnes et bien souvent on l'oublie. Donc effectivement, là où on n'est pas bon, je pense, c'est sur la mesure de la conversion. Parce que pour le coup, c'est quelque chose qu'on a continué, enfin qu'on a mis en place du fait de la crise sanitaire, qu'on continue aujourd'hui, mais comme ce n'est
c'était pas notre façon de faire au départ. Et, on n'a pas mis... Pardon. On mesure pas, en fait, les choses. Ouais. Mais c'est une très bonne remarque, hein. Ça reste du marketing, l'inbound marketing. Et donc, bien sûr, il faut continuer à mettre en place des systèmes de suivi analytique pour pouvoir savoir où on en est, pour continuer à avoir une vision sur ses objectifs, une vision sur son ROI et savoir si on génère du chiffre d'affaires ou pas. Parce que quand bien même, je le redis, la relation commerciale n'est pas le premier objectif, ça reste l'objectif in fine, évidemment. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci à toutes et à tous d'être venus. J'étais ravie de discuter avec vous.